Il y a 100 ans naissait un conflit régional qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre ses raisons et ses enjeux, retraçons sur carte le conflit israélo-palestinien. Nous sommes en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Les empires centraux sont opposés à la Triple Entente et à leurs alliés. Les deux côtés essuient de nombreuses pertes et de nouveaux soutiens sont les bienvenus. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre un soutien du mouvement sioniste. En parallèle, les Britanniques tentent d'affaiblir l'Empire ottoman en poussant les Arabes à la rébellion et en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman est vaincu et ses terres sont partagées par les puissances européennes. Les Britanniques donnent ensuite plus d'indépendance aux Arabes en Irak et en Transjordanie. C'est dans ce qu'il reste de la Palestine que le Royaume-Uni veut créer un foyer national juif, alors que la communauté juive y est largement minoritaire. Mais l'immigration prend rapidement de l'ampleur suite à la situation tendue en Europe et plus particulièrement en Allemagne où le parti nazi antisémite arrive au pouvoir. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le Royaume-Uni et la France réagissent en lui déclarant la guerre, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 ans, le conflit fait plus de 60 millions de morts, dont près de 6 millions de juifs visés par la Shoah. Dès la sortie de la guerre, l'immigration juive vers la Palestine prend de l'ampleur et augmente les tensions avec les Arabes. Dépassés par la situation, les Britanniques entament leur retrait de la zone. L'ONU prend le relais et propose de diviser la région en 2 États, avec Jérusalem en zone internationale. Le projet est accepté par les sionistes, mais rejeté par les Arabes palestiniens. S'ensuit une guerre civile entre les deux communautés. La Ligue arabe met en place une armée de libération composée de quelques milliers de volontaires qui combat les sionistes. En face, les Juifs organisent leur défense en formant militairement la population et en envoyant des agents en Europe pour récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et signer des contrats d'armement. Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni termine son retrait de Palestine. Les Juifs proclament alors l'indépendance de l'État d'Israël. En réaction, la Ligue arabe lui déclare la guerre. Pendant le conflit, 2 trêves vont permettre à l'armée israélienne de se renforcer et de progressivement prendre le dessus. Finalement, des accords d'armistice sont signés, Israël s'empare de nouveaux territoires, dont l'ouest de Jérusalem. L'Égypte reçoit la bande de Gaza et la Cisjordanie est annexée à la Transjordanie pour former la Jordanie. Ce conflit aura provoqué de nombreux déplacements de population. D'une part, plus de 700 000 Arabes ont été chassés ou ont fui les territoires israéliens vers des camps de réfugiés. D'autre part, les communautés juives des pays arabes, parfois vieilles de plus de 2000 ans, sont chassées et vont se réfugier en Israël ou en Europe. Enfin, de nombreux Juifs européens sont rassurés par la victoire d'Israël et choisissent de s'y installer. En 1967, suite à des tensions entre Israël et ses voisins, le pays déclare la guerre à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, Israël s'impose et triple son territoire en s'emparant du Sinaï égyptien, du plateau du Golan syrien et de la Cisjordanie. Des colons israéliens commencent alors à s'installer sur les territoires palestiniens. L'ONU réagit et adopte la résolution 242 qui condamne l'occupation israélienne. 6 ans plus tard, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise pour tenter de récupérer leurs terres. Dans un premier temps, l'armée israélienne est mise en déroute et ne peut repousser l'attaque. Dans un climat de guerre froide, l'URSS et les pays arabes soutiennent l'offensive, tandis que les USA envoient en urgence par avion 22 000 tonnes d'armement à Israël. L'armée israélienne reprend le dessus et repousse encore un peu plus les frontières. Après un cessez-le-feu, les pays arabes exportateurs de pétrole décident de punir les USA et les alliés d'Israël en augmentant de 70% le prix du baril et en diminuant la production de 5%.
C'est le premier choc pétrolier. Israël est mis sous pression internationale et rend le Sinaï à l'Égypte et une partie du Golan à la Syrie. Mais il conserve son contrôle sur les territoires palestiniens où la colonisation s'accélère, surtout à Jérusalem-Est. En 1980, Israël proclame Jérusalem comme sa capitale indivisible. Mais cette décision est condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En Cisjordanie, la tension monte aussi autour de l'approvisionnement en eau. Israël a la main mise sur les sources et la distribution est très inégale entre les colonies et les Palestiniens. En 1987, la population palestinienne se révolte et descend dans la rue, principalement armée de pierres. C'est le début de la première intifada, terme arabe qui signifie soulèvement. Dans ce contexte, naît le Hamas, un mouvement islamiste palestinien qui combat Israël. Alors que l'Organisation de libération de la Palestine, une organisation mise en place en 1964 par la Ligue arabe et exilée à Alger, proclame le 15 novembre 1988 l'indépendance de l'État de Palestine. Jérusalem en est aussi la capitale. La Palestine sera progressivement reconnue par 136 États. Après 6 ans de conflit, une paix fragile est signée avec les accords d'Oslo qui prévoient une reconnaissance mutuelle et les bases pour l'autodétermination de la bande de Gaza et de Jéricho dans un premier temps. En 1995, un plan de partage de la Cisjordanie est signé. Il prévoit des zones sous contrôle palestinien, des zones mixtes et le reste sous contrôle israélien. Mais les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains sujets épineux tels que le statut de Jérusalem ou le retour des nombreux réfugiés palestiniens. Les négociations deviennent un échec et les violences reprennent de plus belle. À Jérusalem, la visite du chef de l'opposition israélienne sur l'esplanade des mosquées, lieu saint des musulmans, est l'étincelle qui déclenche la seconde intifada, marquée par de nombreux attentats suicides. Israël est à nouveau en difficulté. Pour se protéger, le pays entame la construction d'un mur en Cisjordanie, mais en profite pour empiéter sur les territoires palestiniens. Ce mur est déclaré illégal par la Cour internationale de justice. Alors, pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement décide en 2005 de supprimer les colonies juives de la bande de Gaza, mais conserve son contrôle sur les frontières. Dans les années qui suivent, les tensions vont surtout se concentrer autour de la bande de Gaza et principalement contre le Hamas qui en a pris le contrôle. Israël impose alors un blocus contre la région. En face, le Hamas tire régulièrement des roquettes vers les territoires israéliens. En conséquence, plusieurs affrontements y ont lieu, jusqu'au plus violent en 2014. L'aviation israélienne pilonne la région et détruit 50 000 maisons, une centaine d'écoles, une dizaine d'hôpitaux et l'unique centrale électrique. La population qui est coincée dans l'enclave se retrouve en situation de désastre humanitaire. Aujourd'hui, la situation reste compliquée et une paix durable semble difficile à trouver. D'une part, la Cisjordanie est désormais morcelée entre villes et villages palestiniens et plus de 150 colonies. Y trouver un accord y paraît plus compliqué que jamais. Il y a ensuite le statut de Jérusalem. Les deux parties considèrent la ville comme leur capitale. Or, les USA viennent d'annoncer qu'ils vont y installer leur ambassade, reconnaissant de facto la ville comme la capitale d'Israël. Cette décision a été condamnée par l'ONU à une large majorité, alors que les Palestiniens ont annoncé que les États-Unis n'ont plus leur rôle de médiateur dans le processus de paix, qui semble désormais être au point mort. Des questions, ou plutôt des remarques brûlantes sur le film. Des remarques. Et s'il disait que les Juifs ont été chassés des pays arabes. Ils n'étaient pas chassés, c'est un choix pour lequel ils ont opté entre eux. Mais pour moi, il n'y avait pas de chasse, peut-être pas dans tous les pays, ça dépend des pays. Aucun juif, en fin de compte, n'a été chassé des pays arabo-musulmans. Il y a eu, à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut voir le contexte, au début de la création de l'État d'Israël, il fallait
vraiment peupler ce nouveau pays. Donc la propagande sioniste, en l'occurrence l'agence juive, qui avait pas mal de bureaux dans tous ces pays-là, ont incité les juifs d'Afrique du Nord et des pays, et d'autres pays, l'Irak, l'Iran, etc., à venir en Israël. Ils n'ont jamais été chassés. À tel point, par exemple, qu'il y a eu, je crois que c'était à Bagdad, au début des années 1950, un attentat contre la synagogue. Et en fin de compte, finalement, cet attentat, on pense que c'est vraiment l'organisation sioniste qui a fait l'attentat pour faire peur aux Juifs, pour qu'ils partent. Par exemple, aussi au Maroc, on a des cas où les Juifs des villages marocains ont été aussi incités à partir par avion. La propagande sioniste leur disait, mais ça y est, le Messie arrive, ça y est, il faut partir en Irak, Israël, ça va être le paradis là-bas. Et ils ont convaincu comme ça beaucoup de Juifs dans les pays, dans les villages marocains. À tel point que les Marocains aussi qui vivaient avec eux tranquillement se sont dit on laisse les maisons, ils vont quand même bientôt peut-être revenir un jour. Donc pendant des dizaines d'années, les paysans marocains ont gardé les maisons des Juifs en espérant qu'ils reviennent. Oui, le reportage parle du début du conflit entre juifs et le reportage. Mais moi je dirais que le projet sioniste, qui date de la fin du 19e siècle, est un projet par essence colonial. Donc quand il a été imaginé par Herzl et puis défini par Herzl et tout ça, il s'agissait bien de s'installer sur une terre et alors là ça n'a pas été dit à cette époque-là, mais une terre qui était habitée depuis des siècles et des siècles par des Arabes, par certains Juifs aussi. Et donc ce projet-là a été théorisé à un moment donné où l'Europe, où il y avait l'Europe et les puissances européennes ne se gênaient pas pour coloniser elles aussi, donc que ce soit en Afrique, et puis la colonisation remonte déjà quelques siècles auparavant, que ce soit l'Espagne avec l'Amérique du Sud. Donc, je pense qu'il y a alors après, il y a eu les affirmations, que déjà, par essence, c'était un projet pourri pour moi, puisque, comment je veux dire, on ne tenait absolument pas, on s'installait par la force dans un pays on s'appropriait, voilà, et puis c'était courant, puisque la France avec son empire colonial, l'Allemagne, et donc pour moi, ça ne démarre pas avec la déclaration Balfour de 1917, quoi. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire France, effectivement. Ça n'a pas commencé en 1917. Le projet sioniste, le projet qui est un projet colonial, effectivement, il faut bien le souligner, ça a commencé à la fin du 19e siècle, dans l'Est européen. Alors effectivement, les populations juives étaient en butte aux persécutions antisémites. Il y avait des pogroms, numerus clausus à l'université, et même des zones de résidence où les Juifs ne pouvaient pas le quitter. Donc il y a des petits groupes qui songeaient à partir en Palestine. Donc on est dans les années 1880. Et il y a eu environ 30 000 Juifs qui sont partis en Palestine. Mais à l'époque, il y avait la population juive
avant la colonisation sioniste, c'était effectivement, on l'a rappelé dans le documentaire, là, environ 8% de la population. Et ces juifs vivaient en parfaite entente avec la population palestinienne. Donc ça, c'était la première aléa. Donc, en fait, très peu de juifs. En fin de compte, ce projet a commencé à être théorisé par Theodor Herzl. Alors Theodor Herzl, c'était un journaliste autrichien qui avait assisté à l'affaire Dreyfus et qui a pensé que devant cet antisémitisme, la solution serait un État pour les Juifs. Donc, et il organise le premier congrès sioniste en 1897. Donc c'était 20 ans avant la déclaration d'Balfour. Donc il entreprend une tournée des chancelleries et il présente son projet comme un poste avancé de la civilisation, un rempart de l'Europe contre l'Asie, s'opposant à la barbarie. Donc, alors il essaie de présenter son projet à l'Allemagne, aussi au sultan, parce qu'effectivement la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman. Mais le sultan n'en voulait pas. Au fait, et Theodor Herzl rencontre aussi des ministres antisémites russes. Parce qu'il faut bien dire que quand on dit finalement l'antisionisme c'est la forme réinventée de l'antisémitisme, mais c'est absolument le contraire. C'est-à-dire que dès le départ, Theodor Herzl et les premiers sionistes ont essayé de convaincre des ministres antisémites en disant vous voulez vous débarrasser des Juifs d'Europe, on est d'accord, aidez-nous à finalement à ce qu'ils viennent en Palestine. Donc finalement, sionisme et antisémitisme, en fait, ont le même but de chasser les Juifs des pays où ils vivent. Pierre, moi je suis tombé récemment sur des textes de Hannah Arendt, philosophe juive, ayant subi le nazisme et le fascisme. Et c'était un texte dans un journal qui s'appelle Philosophie Magazine. Le texte est assez long, c'est une reprise de texte de Arendt, et c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'elle écrit des choses qui sont malheureuses à lire aujourd'hui. C'est-à-dire en 1947, en 1948, elle décrit la situation d'aujourd'hui. Elle dit « rien ne sera possible si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela ». Et je trouve ça quasiment éprouvant à lire quelque chose qui a été écrit en 1948 et qu'aujourd'hui on dit « ah bah oui, mince, elle avait raison ». Et voilà, il y a eu une tribune dans c'est le New York Times qui a été signée par Hannah Arendt et une vingtaine d'autres personnes qui dénoncent la colonisation juive sioniste en Palestine, qui dénoncent les massacres dans un village, Der Yassin. Les gens étaient massacrés, c'était au tout début, je ne suis pas beaucoup, je connais pas bien, je ne vais pas faire l'exégèse sur ça, mais voilà, allez lire les textes d'Hannah Arendt. Donc ça, cette tribune dénonce la colonisation et elle dénonce le fascisme. Elle dit c'est du nazisme, c'est du fascisme. Hannah Arendt. Voilà, parce qu'elle voyait un petit peu de quoi ça, elle voyait un peu de quoi ça parlait. Enfin, elle dit pas ça n'importe comment. Et c'est une tribune qui est signée par une vingtaine de personnes, dont Albert Einstein et elle. Voilà. Bon, après, il y a des discussions. Voilà, quand on nous dit oui, vous êtes antisémite quand vous dites ceci, cela. Hannah Arendt, Albert Einstein disent que la colonisation israélienne c'est du fascisme. Moi, je me dis voilà, je ne vais pas en rajouter. Elle l'a dit déjà. Voilà. Après, on peut discuter de plein de choses, mais voilà. Bonjour. Donc, pour nous présenter rapidement, on est donc parti le 1er octobre pour l'émission qu'on appelle l'émission de cueillette d'olives en Cisjordanie, c'est-à-dire en fait ça consiste à accompagner les paysans palestiniens qui en temps normal ne peuvent pas accéder à leurs champs parce qu'ils sont
Ils sont pourchassés par les colons et ou l'armée, qui entend par ces actions-là faire la preuve que les terrains sont abandonnés, pour ensuite pouvoir les récupérer et s'en servir pour agrandir les colonies israéliennes en territoire occupé. Il faut toujours avoir en tête que la colonisation des territoires palestiniens a été condamnée à de multiples reprises, 11 fois, par l'ONU. Voilà. Donc c'était ce qu'on devait faire. En fait, du coup, on était sur place avant le 7 octobre et les autres volontaires n'ont jamais pu arriver puisqu'il n'y avait plus d'avions et qu'il y avait la guerre. Et donc on est resté là-bas jusqu'au 12 novembre. Voilà. Pour vous donner une idée en fait de la géographie du pays, parce que c'est difficile de se mettre à la place des gens ou d'essayer de comprendre sans matérialiser les choses. Donc là en fait on a fait une superposition à la même échelle de la carte d'Ille-et-Vilaine, donc qui apparaît en rouge, et de la carte de la Cisjordanie qui apparaît dans ce bloc gris, bleu et jaune. Voilà. Donc avec au centre, au centre sud, Jérusalem. Voilà. Nous, les 3 premières semaines, on les a passées à Al-Houl, donc à côté d'Hébron. Voilà. Et ensuite, on a péniblement réussi à remonter jusqu'à Ramallah, au nord. Et de Ramallah, on a fait 2 petites percées sur des petits villages plus haut, donc à Zawiya et à Jifna, plus près de Ramallah. Voilà, pour situer à peu près les choses. Donc en fait, vous voyez avec cette carte l'échelle du pays. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien se transposer. La Cisjordanie, c'est l'Ille-et-Vilaine. C'est plus petit que l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Donc quand on vous dit par exemple qu'on était bloqué à Al-Houl, au sud, dès le 7 octobre, 2 heures après ce qui s'est passé au sud d'Israël, tous les villages étaient bloqués, toutes les villes étaient bloquées, il y avait des montagnes de terre, des blocs de béton partout, il était impossible d'emprunter les routes. Donc il faut vous dire que par exemple bloqué à Al-Houl, on ne peut pas aller par exemple à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Oui, les 3 cartes, elles ont été faites intentionnellement pour vous montrer comment les accords d'Oslo ont pipé complètement le jeu. Les couleurs, là, correspondent, on l'a compris dans le premier documentaire tout à l'heure, à des zones qui décrivent des responsabilités diverses. Zone A, zone B, zone C, dit-on. Les zones A, ce sont des zones qui sont considérées comme étant sous l'administration strictement de l'autorité palestinienne et qui ne concernent en réalité que les centres urbains. Voilà. Les tâches qui sont là sont les zones dites A, celles qui sont sous l'administration sécuritaire, administrative, civile de l'autorité palestinienne. Les zones A plus B, ce sont des zones qui sont sous l'autorité palestinienne d'un point de vue administratif. Les zones B sont des zones qui sont sous responsabilité conjointe sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'au terme des accords d'Oslo, quand vous vous promeniez là-bas à ce moment-là, quand vous étiez dans les zones B, par exemple, il y avait des patrouilles militaires. Il y avait obligatoirement une patrouille israélienne, une patrouille palestinienne ensemble. Elles assuraient conjointement la sécurité. L'administration civile incombait à l'autorité palestinienne. Par contre, tout le reste, ce qui est en violet, ce qui est en gris, ce qui est en rouge, etc., et ce qui est en tache violet plus foncé, c'est la zone C, sous administration civile. C'est un abus de langage encore israélienne, puisqu'en réalité, l'administration civile, c'est l'armée israélienne, et l'administration sécuritaire est également confiée à l'armée israélienne seule. Autrement dit, le 7, quand tout se verrouille, les seules zones à l'intérieur desquelles on puisse encore circuler normalement, ce sont les zones A,
Tout le reste est bloqué. Le moindre accès d'un village à un autre village est empêché parce que partout, l'armée israélienne, immédiatement, a installé en travers des routes des buttes de terre et de caillasses, des barrages métalliques, et tous les miradors qui sont installés au moindre croisement de route, qui sont des miradors pas nécessairement occupés de manière permanente, mais là ils le sont, équipés en soldats. L'armée est partout. On a fait l'expérience, dès le jour de 2 heures après l'attaque de Hamas, d'essayer de passer du village de Halroul à une zone de culture dans laquelle on devait aller faire des cueillettes, et on se rend compte qu'on ne peut pas sortir. Les types qui sont dans le mirador nous pointent avec les fusils en nous ordonnant de rentrer à la maison. Ça a été ça la situation tout le temps. D'accord ? Alors au bout d'un moment, les gens s'adaptent, on arrive à trouver des solutions en passant par la montagne avec le tracteur, etc. On passe du coup dans des terrasses, c'est des cultures en terrasse, c'est des chemins improvisés, il n'y a pas de route, on passe par des chemins, par des pistes dans la montagne. Ça a duré 15 jours. Au bout de 15 jours, le moindre petit sentier permettant d'accéder d'un village à l'autre par la montagne était bloqué également. D'accord ? Ce qui aujourd'hui pose tout un tas de questions sur la façon dont les villes et les villages peuvent être alimentés. Hein ? Il faut avoir ça à l'esprit. Un territoire extrêmement petit, totalement verrouillé, en 2 heures. Et puis vraiment, alors pour le coup, plus aucune autre circulation qu'à pied d'un village à l'autre, parce qu'on peut encore à peu près passer à pied, à condition de prendre énormément de précautions. Mais les marchandises passent plus d'un endroit à l'autre. Voilà, donc ça c'est la situation donc en Cisjordanie. Alors ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que tout ce territoire est non seulement coupé en morceaux par des blocs de colonies. Alors, quand on dit des blocs de colonies, c'est des véritables villes. Au nord, par exemple, Ariel, c'est la plus grosse colonie. Elle rejoint quasiment Tel Aviv de manière ininterrompue. C'est des blocs énormes qui coupent le territoire en morceaux, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que toutes les colonies sont reliées entre elles par un système de routes, qui sont des routes de l'apartheid. C'est-à-dire que ce sont des routes qui sont interdites aux Palestiniens. En temps calme, ils peuvent plus ou moins les fréquenter. Là, c'est complètement interdit. Donc c'est des routes qui quadrillent également tout le territoire, y compris des routes forme un peu voie express parfois, qui ont été tracées en coupant les routes et les chemins d'accès ordinaires aux villages palestiniens. Donc vous sortez du village de la Vicomté, par exemple, et puis votre route, elle plonge, et en bas, il y a la route des colons, et vous ne pouvez pas y accéder parce que les routes des colons sont protégées par des barrières de sécurité, des miradors, etc., etc. Et pour être sûr que le système fonctionne très bien, il y a 2 systèmes d'immatriculation des voitures. Donc les Palestiniens ont des plaques d'immatriculation vertes, les Israéliens ont des plaques d'immatriculation jaunes, avec une petite exception pour Jérusalem, parce que Israël a annexé Jérusalem, mais n'a pas fait des citoyens de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, des citoyens. Ils n'ont pas le droit de voter, ce sont juste des résidents. Ils ont juste une carte de résidence, ce qui leur donne le droit d'avoir une plaque jaune et donc de pouvoir, eux, circuler. Donc dans un système de blocage total, partir en voiture, dans une voiture à plaque verte sur une route, ça veut dire on est repérable tout de suite et ça veut dire on se fait mitrailler. Voilà. Sachant que dans la période qui a suivi le 7 octobre, il y a eu des milliers de fusils distribués aux colons, donc il y a l'armée et les colons. Donc nous, quand on est remonté à Zawiya dans une voiture à plaque verte, en fait, ce jour-là, moi j'ai compté dans les 2 premières minutes, j'ai compté 32 voitures, sur les 32, il y avait la nôtre et une autre plaque verte, c'est tout.
les Palestiniens étaient terrés chez eux. Voilà. Et ce jour-là, on est passé, à un moment, on ne pouvait pas faire autrement que de passer sur la route des colons, on était passé sur des petites routes, sur des chemins, mais pendant un moment, on était obligé d'emprunter cette route. On a réussi à passer, donc sur la route, sur le haut checkpoint, et le lendemain, il y a un jeune père de famille qui a fait exactement le même circuit que nous, et qui s'est fait tirer dessus et qui est mort. C'est ordre de tirer à vue. Donc ça, c'est la situation en Cisjordanie, et on n'en parle pas du tout ici. De même qu'on ne parle pas non plus de la situation des Palestiniens de Jérusalem, qui sont cantonnés dans leur quartier, qui n'osent plus sortir. Alors avant, ils pouvaient aller s'approvisionner, par exemple, en sortant de Jérusalem, en allant à Bethléem, c'est pas très loin, donc ville chrétienne. Là, ils peuvent plus, tout est bloqué, mais ils peuvent pas non plus aller chez les commerçants juifs du coin, parce que dans la rue, il y a des ratonnades. Parce que immédiatement après le 7 octobre, ça a été la chasse à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des commandos d'Israéliens fous furieux qui sont, y compris, rentrés dans les hôpitaux pour rafler tout ce qui pouvait être identifié comme un Palestinien. En fait, ils ont trouvé la plupart du temps des travailleurs palestiniens, effectivement, qui avaient souvent eu des accidents du travail et qui étaient hospitalisés depuis plusieurs semaines, et ils les ont traînés dehors. Voilà. Donc à Jérusalem, la situation, elle est assez critique, parce que c'est pas comme à Al-Houl, où c'est un village, une ville agricole, où il y a des réserves, etc. À Jérusalem, ça devient compliqué. En Israël même, où il y a quand même une communauté palestinienne, avec la citoyenneté israélienne, c'est pareil. Les gens sont cantonnés dans leur ville, ne peuvent plus sortir, et toutes les personnes qui émettent ne serait-ce qu'un tout petit soupçon vis-à-vis du bien fondé de cette guerre sont pourchassées, battues, emprisonnées. Alors il n'y a pas beaucoup, on y reviendra sûrement dans la discussion, mais il n'y a pas beaucoup de militants israéliens anticolonialistes en ce moment, mais en fait ils ne peuvent plus s'exprimer. Ils se cachent, ils écrivent sous des pseudos, et il y en a qui sont arrêtés, et qui sont pour le coup arrêtés, même s'ils sont juifs, de la même manière que les Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils sont foutus en tôle, en détention administrative, c'est-à-dire sans avoir d'accusation, sans pouvoir faire de dossier de défense, et même quand le juge dit il n'y a pas de raison de vous mettre en tôle parce que vous avez mis un graffiti, vous devez détérioration de biens publics, vous aurez une amende à payer, vous méritez, ça, dans le code israélien, ça ne nécessite pas un emprisonnement, mais vous représentez un danger pour Israël, donc vous resterez en tôle. Donc ça, c'est la situation. On peut peut-être quand même montrer la carte de Gaza pour que vous ayez aussi une idée de la géographie et de la taille des territoires en question. Là encore, pour donner une idée de l'étendue du territoire, j'ai coloré en rouge, en partant de la superficie des communes ici dans Saint-Malo-Aglo. Donc les zones qui sont colorées en rouge correspondent exactement à la superficie de Gaza. Vous voyez, c'est pour que vous arriviez à comprendre comment ça se joue. Et alors du coup, j'ai fait exprès de distinguer, de mettre deux couleurs là, parce qu'à un moment donné, les Israéliens disaient les gens du Nord, vous allez descendre au Sud, quoi. C'est aussi pour que vous représentiez ce que ça signifie si on y ajoute la dimension démographique. 2 300 000 habitants sur cette superficie. Et on a dit aux gens, vous quittez le Nord, vous allez vous réfugier au Sud, et tout ira bien pour vous. On a bombardé le Nord, on a bombardé le Centre, on a bombardé le Sud. Alors évidemment, dans le Nord, ça a été extrêmement violent tout de suite, mais
actuellement, les gens sont massivement regroupés au sud et on bombarde le sud. On bombarde les camps de réfugiés, on bombarde les écoles qui dépendent de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU qui a en charge les réfugiés palestiniens. L'écrasante majorité de des habitants de la bande de Gaza sont des réfugiés, dépendent de la protection de l'ONU. Les écoles de l'ONU, les hôpitaux de l'ONU, les différents lieux permettant d'abriter des gens, aujourd'hui, sont sous les bombes. L'ONU ne protège personne à Gaza. Peut-être que vous compreniez aussi le lien. On a souvent dit il y a Gaza et puis il y a la Cisjordanie. Deux endroits séparés, séparés physiquement, puisque les Israéliens n'ont jamais appliqué ce qui avait été décidé au moment des accords d'Oslo. Il devait y avoir un couloir sécurisé pour passer de la bande de Gaza à la Cisjordanie. Ce couloir-là n'a jamais été installé. Dès la signature des accords d'Oslo, les Israéliens entouraient la bande de Gaza d'une muraille métallique empêchant le passage. L'enfermement de Gaza, c'est pas seulement à partir de 2006, c'est pas seulement à partir de 2000, c'est dès 1995 au moment de l'option Gaza-Jéricho. Donc, séparation physique, mais en même temps, pas séparation humaine. Il y a des gens qui vivent en Cisjordanie qui ont de la famille à Gaza, des gens de Gaza qui vivent en Cisjordanie, parfois même quelques personnes qui ont réussi à se marier avec des citoyens ou des citoyennes palestiniennes d'Israël et qui vivent en Israël. Vous voyez, donc l'idée de la séparation, c'est une espèce de vue de l'esprit comme ça. Quand on y était, nous, on était donc dans le village de Halroul. Quand tout s'est verrouillé, les gens, les seuls moyens d'information qu'ils avaient, c'était de regarder la télé. Ils regardaient la télé, il y a des émissions, les chaînes comme ici, BFM TV, machin, là où ça tourne en boucle, voilà. Là-bas, c'était ça. On avait des vues sur la bande de Gaza, et on voyait les bombes tomber. Et les bombes tombaient, et 2 minutes après, l'avion passait au-dessus de la maison. Et ça ne s'arrêtait pas. C'était sans arrêt, toute la journée, toute la nuit. Bizarrement, à certains moments, la nuit, ça s'arrêtait. On s'en rendait compte comment ? C'est parce qu'en fait, on dormait, enfin, on essayait de dormir, mais brutalement, ce qui nous réveillait, c'était le silence. Les avions passaient plus. Donc c'est ça, la situation, telle qu'elle est vécue aussi du côté de la Cisjordanie. On est à Halroul, on est à 45 km de Gaza. Quand on sort de la ville et qu'on est dans la montagne, on voit la bande de Gaza au loin. Vous voyez ? C'est tout près. Donc en réalité, la violence de ce qui se passe à Gaza impacte totalement les gens qui vivent en Cisjordanie. Et on a rencontré des gens originaires de Gaza. Une femme, par exemple, en manifestation devant le siège de l'ONU à Ramallah. Et puis on nous la présente et on nous dit, voilà, cette dame, elle est de Gaza, elle vient de perdre 17 personnes de sa famille. 17 bombardements dans le nord, terminés. Vous voyez ? Parce que c'est Saint-Malo ici, l'origine du comité de France-Palestine à Saint-Malo, ça remonte à un moment où il y avait des accueils d'enfants palestiniens qui venaient ici. Et il y avait des mômes de Gaza, des camps de réfugiés de Gaza qui étaient venus ici. Il y a une des mômes, elle habitait, vous voyez la tache rouge qui est là-haut, là, tout là-haut sur la carte de la bande de Gaza. C'est un village qui s'appelle Beit Hanoun. Pourquoi c'est rouge ? Parce que, en fait, cette carte-là, je l'ai récupérée sur le site d'Al Jazeera, et les taches rouges, c'était les premières zones qui avaient été bombardées par l'armée israélienne. Il ne reste aujourd'hui rien debout à Beit Hanoun. Rien. On n'a évidemment aucune nouvelle de cette gamine, de sa famille, enfin elle a grandi maintenant, mais on n'a aucune nouvelle d'elle. Et on a d'autres connaissances ailleurs dans la bande de Gaza, et aucune nouvelle, bien sûr. Représentez-vous ce que ça signifie.
Ouais, 50 tonnes de bombes au kilomètre carré. Vous voyez? 1 kilomètre carré. 50 tonnes de bombes. Et là-bas, on est à 5000 habitants au kilomètre carré. Pour la collecte des olives, le fait qu'il y avait des gens qui se déplaçaient de Rennes et des différents endroits pour faire la cueillette, parce que les terres, s'ils n'étaient pas comme ils étaient empêchés, s'ils n'étaient pas retravaillés pendant 3 ans, ça devient propriété de l'État israélien, c'est ça? Donc c'est à la demande des paysans qu'on fait ça, c'est pas pour ramener des bras, c'est pour essayer d'aider à la protection. Sauf que maintenant, ils passent à une autre étape, ils détruisent carrément avec des tracteurs et des machines. Avant, les gens allaient pas sur le terrain pour ramasser leurs olives. Et donc, après, les comités, ils prenaient des photos pour montrer qu'il y avait un passage pour qu'au moins éliminer une année au moins. Et il y avait dernièrement des photos à la fête qui était comment ça s'appelle la fête que les Israéliens ont fêté. Et ben donc ils ont ramassé, parce qu'avec sous la protection de l'armée, ils ont ramassé les olives, ils allaient voler les olives des gens. Et après, quand ils ont fini, ils ont détruit, avec les tracteurs et tout ça, avec les tractopelles, ils ont enlevé les arbres, les oliviers. C'est il y a 3 jours ou 4 jours. Enfin, je ne sais pas de la photo de quand, mais ils ont montré ça. Peut-être un complément, puisqu'il y a les cueillettes d'olives. Pratiquement cette année, aucun volontaire n'est arrivé sur place, hein, évidemment. Nous, le début des cueillettes, ça devait être le 15 octobre. Nous, on était partis avant pour s'assurer que les trajets pourraient se faire de manière sécurisée, mais en réalité, aucun volontaire n'est arrivé là-bas, pas que de chez nous. On y retrouve tout le temps des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, au moment de la cueillette des olives. Là, personne n'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, les seuls qui continuaient à agir avec la même logique, hein, les mêmes objectifs, c'était des volontaires israéliens. Des volontaires israéliens qui se battent contre la colonisation, qui sont des gens extrêmement engagés, extrêmement courageux, etc. Ils se font démonter la gueule. Dans le village de Deristia, on devait faire des cueillettes là-bas. Quand on était à Zaouia, on n'était pas loin, on était à 8 km de Deristia. Pas moyen d'y aller. L'armée était là. Il y a un ami de Deristia qui est venu nous voir quand même. Je ne sais pas comment il a fait pour passer, mais il est passé. Et là, il nous racontait que il y avait un groupe de juifs. Alors, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, parce que c'est des juifs bizarres, c'est des juifs bouddhistes. Là. Ils viennent depuis 20 ans là-bas, ils font de la méditation dans la montagne, mais en même temps, ils font le boulot quoi, pour s'opposer aux colons. Quand on était avec Zoé, coup de téléphone. Un groupe de paysans appelle à l'aide en disant on a besoin de monde. Est-ce que tu as des gens sous la main quoi? Enfin, nous on n'était que 2 là, à 2 on ne fait pas le poids contre les colons. Donc, et puis de toute façon ils voulaient pas qu'on passe. Donc, mais c'était un vendredi. Les Israéliens là, ils n'étaient pas là parce que le week-end c'est le samedi, donc ils ne sont pas là le vendredi, ils ne pouvaient pas venir. Mais du coup, Zohar nous raconte que la semaine précédente, un groupe est venu et qu'ils se sont fait tabasser par les colons, traités de suppôts du Hamas, etc. etc. Donc, tout Israélien qui s'oppose à l'occupation est forcément un suppôt du Hamas. Dans le nord de la vallée du Jourdain, il y a 5 jours, 2 observateurs israéliens de la colonisation qui étaient sur place se sont fait également éclater par les colons. La tête, le visage en sang, etc. Ça se joue à coups de barres de fer, de battes de baseball, etc. C'est extrêmement violent.
extrêmement violent. Et ça complète ce que disait Joël sur la répression à l'encontre des citoyens israéliens anticolonialistes en Israël, et aussi contre les... on peut parler de Norit Peled aussi, El-Hanan, qui devait intervenir l'autre jour dans une assemblée organisée par le Mouvement de la Paix, la Maison Internationale, etc., et la LDH à Rennes, et le CCFD également. Elle devait intervenir en visioconférence, et tout d'un coup on se rend compte que c'est son fils qui est là. Et il nous explique, eh bien, Norit, elle n'a pas pu venir. Pourquoi elle n'a pas pu venir? Eh bien parce qu'elle a été chopée par le Shin Bet, et qu'elle est en interrogatoire, en garde à vue, on l'accuse d'avoir soutenu des terroristes. C'est... Avec là, il y a plein d'enseignants de l'université qui aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'exercer leur métier, leur profession. Des étudiants qui sont virés de l'université. Alors Norit, c'est la fille d'un ancien général israélien qui a été un des premiers à prendre position contre l'occupation, qui a été un des premiers à rencontrer également Arafat, et ça lui a valu beaucoup d'ennuis à l'époque. Voilà, et il se trouve que la fille de Norit a été victime d'un attentat dans les années, au début des années 2000, et évidemment, quand il y a un attentat, ça touche que des gens qui n'y sont pour rien. Enfin, je veux dire, la logique de l'attentat, c'est une horreur, quoi. Enfin, bon, ça l'a pas fait dévier d'un poil de son engagement anticolonialiste. C'est une personne extraordinaire. Juste pour expliquer que, en fait, cette question-là n'est pas du tout une question de religion, c'est une question de référence au droit humain, au droit international. Et Norit Peled, en fait, à la suite de l'assassinat de sa fille, elle a reçu un coup de téléphone de Netanyahou, parce qu'il se trouve qu'ils étaient dans la même école quand ils étaient petits, qui lui présentait ses condoléances, et elle lui a dit « Mais arrête, quoi, je ne veux pas tes condoléances, parce que ma fille, elle est morte à cause de ta politique. Elle est morte à cause de toi. » Et à la suite de ça, elle a créé une association des femmes d'enfants victimes d'attentats. Et dans cette... des parents, ouais. Et dans cette association, il y a à la fois des parents israéliens, mais aussi des parents palestiniens. Partant du principe que, on peut dire que d'une certaine manière, même les jeunes Palestiniens qui vont se faire sauter en Israël sont aussi victimes, quelque part, de la situation. Si la situation était différente, si le droit international était respecté, les deux communautés pourraient vivre ensemble comme elles le faisaient très très bien auparavant, avant que l'occupation commence. Voilà. Il y a un film qui est très bien que je vous conseille de voir, ça s'appelle La mécanique de l'orange, qui a été fait par un réalisateur israélien qui s'appelle Eyal Sival, et qui explique comment sur la région de Jaffa, productrice d'orange, comme vous le savez, avant la création d'Israël, les communautés juives, musulmanes et chrétiennes vivaient ensemble sans aucun problème. Voilà. Michel Gendarme. C'est une question un peu délicate. Je ne sais pas si Dominique et Joël, par rapport à... je m'interroge souvent comment est perçu le Hamas par effectivement les Palestiniens. Ce qui est terrible, c'est que quand il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre, de toute façon, les Palestiniens n'ont pas eu droit à la réponse, enfin n'ont pas eu droit de réagir, puisque tout de suite c'était les bombardements. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, mais bon, je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques éléments là-dessus. Comment le Hamas est perçu aujourd'hui? En fait, il y a une évolution au cours du temps
clairement. Tout à l'heure, dans le documentaire, il était dit que la première intifada, c'était la révolte des pierres qui avait créé le Hamas. En fait, c'est pas vrai du tout. La première intifada, c'était vraiment dans les années 80, une révolte de l'ensemble de la société civile, et c'était une révolte civile. C'est-à-dire, bon, il y avait des gamins qui lançaient des pierres, qui se faisaient tuer, c'est vrai, mais il y avait des grèves, il y avait des organisations de femmes, des organisations d'enseignants, des organisations médicales, etc. C'était une résistance civile qui a quasiment pas eu recours aux armes et qui était dans la ligne des revendications de l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, qui voulait entamer des négociations pour pouvoir faire appliquer le droit international. Donc, en fait, quand il y a de l'espoir, il y a moins de violence, on note quand même. Et à l'époque, le Hamas était un mouvement complètement ridicule. Enfin, c'était pas lui du tout qui était en poupe, quoi. Au contraire, au niveau international, l'OLP commençait à être entendu, il y avait eu le discours de Yasser Arafat à l'ONU, le rameau d'olivier, etc. Et donc la perspective d'avancer. Or, pour Israël, qui ne voulait pas d'un État palestinien, le fait d'avoir un représentant respectable du peuple palestinien aux yeux de la communauté internationale, ça jouait contre eux. Donc en fait, ils ont clairement favorisé le développement du Hamas de différentes manières, en autorisant par exemple les transactions d'argent. Par exemple, dans la bande de Gaza, à l'époque, les écoles, elles étaient fermées. Les enseignants qui donnaient des cours clandestins dans les années 87 à 90, et 93, ils étaient foutus en prison. Par contre, les mosquées, elles ont fleuri à ce moment-là dans la bande de Gaza. En 92, je vais vous citer un exemple très concret, au mois de décembre, je suis allée là-bas, et le jour où je suis arrivée, la veille, il y avait eu une manifestation pacifiste de syndicats, d'unions de femmes, de syndicats d'étudiants, etc. Ils s'étaient fait tirer dessus, il y avait eu des blessés et des morts, il y avait encore des grenades lacrymogènes partout, etc. Le lendemain, il y avait un meeting du Hamas en plein centre de Ramallah, qui était encerclé par l'armée israélienne avec un point d'entrée. Et moi, je suis rentrée. Et je suis rentrée sans aucun problème. L'armée israélienne laissait passer les gens qui allaient au meeting du Hamas. Et dans la salle, au-dessus de l'estrade, il y avait un slogan écrit en arabe du style « Les Juifs à la mer ». Et voilà. Donc c'était une forme d'encouragement, en fait, pour avoir un contre-pouvoir à l'OLP qui devenait trop crédible. Ensuite, il y a eu un autre phénomène qui s'est mis en place. Quand les accords d'Oslo se sont mis en place, il y a eu la mise en place de l'autorité palestinienne, donc les cadres de l'OLP qui venaient de Tunis. Et là, il y a eu un phénomène de corruption alimenté par l'Occident. Voilà, clairement. Quand les élections de 2006 ont eu lieu, et il n'y en a pas eu d'autres après parce qu'Israël n'a pas voulu, il y a eu un vote majoritaire du Hamas. Ouais, voilà, le Hamas n'a pas pris le pouvoir à Gaza, il a été élu démocratiquement. Il y a eu à l'époque des tas de représentants de la communauté internationale pour vérifier les élections, il n'y avait eu aucune fraude. Mais pourquoi le Hamas a été élu? Il a été élu aussi sur une base de protestation contre l'impasse des solutions diplomatiques et contre la corruption de l'autorité palestinienne. C'était un vote protestataire. Nous, on a connu des militants de la gauche palestinienne complètement agnostiques qui ont voté pour le Hamas en disant c'est un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Juste avant le déclenchement de la guerre le 7 octobre, il y aurait eu des élections en Palestine. C'est pas évident du tout que le Hamas les aurait remportées, y compris à Gaza. Personne ne sait, mais bon, c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, vous le savez?
Nous, on était sur place, alors on a vu la réaction des Palestiniens qui étaient là, qui découvraient en même temps que nous le samedi matin. La première réaction, on voyait les images sur des télés israéliennes en fait. Les gens ont dit mais c'est impossible, enfin c'est pas les brigades du Hamas qui peuvent faire ça, enfin on fait pas ça à des femmes et des enfants, c'est pas possible. On a vu des images de soldats morts traînés par la foule, par des civils palestiniens, et les gens qui disaient mais bon, une action armée c'est une action armée, on tue un soldat mais on fait pas ça à son cadavre. Donc ça a été la réaction immédiate. Et ensuite il y a eu les bombardements qui ont commencé pas tout de suite mais deux jours après en gros. Et là, ça a été l'horreur, et puis toute la Cisjordanie bloquée. Et là, en fait, on se disait, mais peut-être que la population va se retourner contre le Hamas, parce que finalement, il y a eu une action du Hamas, pas du tout coordonnée avec la Cisjordanie, parce que tout le monde était complètement sidéré, personne ne s'y attendait. Donc là, on se disait peut-être que la population, elle va en vouloir au Hamas, en fait, et se retourner contre lui. Et en fait, non. En fait, les gens, ils ont dit, mais de toute façon, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe en Cisjordanie. En fait, il n'y a personne, absolument personne pour nous protéger. Personne. Donc aujourd'hui, le Hamas, en fait, c'est un petit groupe politique. Mais aujourd'hui, derrière lui, effectivement, il y a une population qui ne revendique pas son idéologie, mais qui dit, ben voilà, en fait, c'est les résistants. Voilà. Il y a un élément que Joël a oublié de développer. Elle parlait d'évolution politique aussi du Hamas. Au début, elle a oublié d'en parler après. Mais les évolutions politiques, c'est des évolutions qui ont eu lieu en particulier parce que dans la masse des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dès 2006, il y a eu un travail de fond sur la question de la division ou l'unité. Sans l'unité palestinienne, pas d'issue politique possible, ça c'est une certitude. Donc du coup, le fait qu'il y ait d'un côté Hamas, de l'autre Fatah qui se tire la bourre et que voilà, en fait c'est contre-productif. Les prisonniers palestiniens de toutes les tendances politiques, et il y avait là-dedans Marwan Barghouti par exemple pour le Fatah, mais il y avait des représentants du Hamas, il y avait des représentants du Front Populaire, il y avait des représentants du FDLP, etc. Tous ces gens-là produisent un document en 2006 disant la seule solution, c'est de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. C'est ça la perspective. Alors, évidemment, ça ne s'est pas réalisé. Israël a tout fait, effectivement, pour empêcher que, concrètement, il y ait des évolutions. Les bombardements, on en parlait tout à l'heure, ça avait aussi pour but d'empêcher des évolutions politiques, etc. N'empêche qu'à partir de ce moment-là, il y a une évolution importante au sein du Hamas qui le conduit en 2021 à modifier ses statuts, pas en disant on reconnaît Israël, mais en disant on reconnaît les frontières de 67. Ce qui revient au même en réalité. Reconnaître les frontières de 67, ça veut dire reconnaître l'existence dans les frontières conquises, etc., d'Israël, et puis l'idée qu'on peut mettre en place un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. C'est ça que ça veut dire. Et en réalité, quand on regarde de près ce qui s'est passé depuis, signature évolution de ces statuts, rapprochement entre les différents groupes palestiniens pour l'organisation, en vue de l'organisation d'élections, ce dont Israël ne veut absolument pas. Il ne veut pas qu'il y ait d'élections et qu'il y ait une représentation palestinienne. Il ne veut pas de partenaire pour faire la paix. En clair, c'est ça. Et de fait, 2021, évolution politique du Hamas, bombardement de Gaza. Bombardement de Gaza. La manière dont Israël se comporte de manière systématique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un bouger, ça se traduit
par des incursions, des attaques militaires violentes, extrêmement violentes. Et du coup, on en arrive à une situation où, dans l'intervalle 2021-2023, au plan... Oui, avant, oui, mais 2021-2023, puisque je suis sur ce créneau-là, eh bien, au plan international, plus personne ne s'intéresse à la Palestine. Personne n'en parle plus. Il y a l'Ukraine, il y a la Crimée, l'Ukraine, tout ça. C'est ça qui occupe le terrain médiatique, politique, au niveau international, géostratégique. Plus personne ne parle de la Palestine. Et là, on en arrive à cette situation où, finalement, les gens disent il s'est passé quelque chose. Et dans les rues, dans les manifestations, on a quoi actuellement là? On a une résurgence en fait du petit jeu d'opposition Fatah-Hamas. Les gens du Fatah viennent avec leur drapeau, les gens du Hamas viennent avec le leur. Chacun essaie d'entraîner la foule, puis ça marche pas. En fait, les gens qui seront dans la rue, ils viennent avec un drapeau palestinien. Nous, on a vu un truc extraordinaire. Vous voyez, c'est à qui parlera le plus fort. Donc, un jour, Hamas arrive avec un haut-parleur. Ils n'y avaient pas pensé avant, mais il y a un haut-parleur dans un petit camion, là, et ça fait beaucoup de bruit. Fatah n'avait pas pensé à ça, mais non. Mince. Alors, tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont suivre Hamas? Alors Hamas, il part avec son camion, et les gens, ils restent là sur la place. Ça ne bouge pas. Alors le camion du Hamas recule. Et puis là, vous avez les gars du Fatah avec leur drapeau qui essaient d'entraîner la manifestation de l'autre côté. Les gens, ils ne suivent pas non plus les drapeaux du Fatah. Ils restent sur la place. Et quand finalement un mouvement s'esquisse, c'est parce que c'est les gens qui ont pris l'initiative de faire partir le cortège. Et la manif commence. Et du coup, Hamas et Fatah essaient de reprendre la tête en suivant. Vous voyez, la manif d'après, c'est le Fatah qui a amené le plus gros camion, avec plein de drapeaux et tout ça, des drapeaux jaunes du Fatah. Et là, il y a une dame qui arrive en disant « Vous avez oublié le drapeau palestinien ». Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une véritable lutte entre des gens qui, d'une manière ou d'une autre, disent ce qu'il faut, c'est l'unité. C'est pas de donner raison à telle fraction contre telle autre fraction. Il faut l'unité du peuple palestinien et c'est la condition pour que les choses changent. Aujourd'hui, on en est là. Les gens ne disent pas on soutient le Hamas, mais en tout cas, ils disent ce qu'ils ont fait, ça remet la Palestine au cœur des enjeux et de l'attention internationale. Et alors nous, nos copains, ils disaient quoi? Nos copains de la gauche palestinienne, ils disaient putain, c'est quand même emmerdant que ça soit le Hamas qui ait fait ça. Moi, on m'a chargé de faire une intervention sur les qualificatifs qui ont été utilisés autour de ce conflit, enfin autour plutôt de ces événements-là, la guerre qui est en train de se dérouler sur le sol palestinien, finalement. On a entendu beaucoup de mots, on a entendu génocide, on a entendu crime de guerre, on a entendu crime contre l'humanité, on a entendu terrorisme. Moi, je ne vais pas m'attarder sur la question du terrorisme, tout simplement parce que ça varie en fonction des États. Il n'y a pas de définition internationale. Et je pense que si on veut appréhender de façon correcte le conflit israélo-palestinien, il faut se baser sur des termes qui font consensus. Donc moi, je vais essentiellement parler, du coup, dans un premier temps, de la qualification des différents crimes. Et ensuite, je vais parler éventuellement du rôle éventuel de l'ONU pour la fin du conflit. Je ne suis pas particulièrement spécialiste du conflit israélo-palestinien, mais j'ai quand même travaillé sur le conflit, la guerre civile en Colombie. Donc tout ce qui est crime contre l'humanité, atteinte aux droits de l'homme, c'est quand même quelque chose que je connais bien. Donc je vais commencer en vous parlant de ce qui s'appelle les crimes de guerre. C'est finalement le crime qui a la définition la plus simple. Alors ça se matérialise par des crimes de droit commun, donc des assassinats, des viols, des spoliations, ce genre de choses-là. Mais ça se caractérise parce que ça prend place dans un contexte de guerre. Et surtout, ce sont des atteintes qui sont de la part de belligérants,
J'utilise le mot belligérant à dessein parce que c'est pas forcément des armées militaires, enfin c'est pas forcément des armées officielles. Par exemple, dans le conflit colombien, il y avait les FARC contre l'armée régulière colombienne. Là, ici, on a le Hamas, qui n'est pas forcément une armée régulière palestinienne, mais qui s'oppose à l'armée régulière palestinienne. Et c'est pas pour autant que le Hamas ne peut pas être responsable de crimes de guerre. Et en fait, ces crimes-là sont commis donc par des belligérants à l'encontre de populations civiles et en violation en fait de conventions internationales qui régissent la guerre, ce qu'on appelle de façon plus générique le droit de la guerre. Ces atteintes, par exemple, ça va être le meurtre systématique de civils. Typiquement, l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien, sur le territoire, pardon, israélien, c'est un crime de guerre. Objectivement, on peut qualifier ça d'un crime de guerre, même si on peut discuter des raisons du... Objectivement, on peut qualifier ça d'un crime de guerre. De la même façon que les bombardements israéliens sur la bande de Gaza sont également des crimes de guerre. Il n'y a pas que... c'est pas à géométrie variable ce genre de qualification-là. Après, on va avoir un autre type de crime qui s'appelle les crimes contre l'humanité. Dans les crimes contre l'humanité, on a toute une déclinaison de crimes. On a par exemple l'apartheid. Alors l'apartheid, par exemple, c'est on a comme image d'Épinal l'apartheid en Afrique du Sud, mais en Israël, on a déjà des politiques d'apartheid. On a un état d'apartheid entre les civils palestiniens et les civils israéliens, puisque notamment les civils d'origine palestinienne, israéliens d'origine palestinienne, ont un accès restreint à la terre, par exemple, au droit de propriété. Donc ça introduit quand même des différences de statut en termes juridiques. Et il y a aussi des interdictions de mariage mixte, par exemple. Les crimes contre l'humanité, ils sont caractérisés donc par des choses aussi des crimes de droit commun. Donc ça va être pareil, des assassinats, des viols, des déplacements, des stérilisations forcées. Alors bon, je dis crimes de droit commun. Alors c'est pas tous les jours qu'on déplace des gens de manière forcée. Mais ça reste quand même des choses, c'est quand même des crimes de droit commun. C'est pas suffisant pour caractériser une atteinte à l'humanité. Ce qui va vraiment être déterminant pour déterminer s'il y a ou non crime contre l'humanité, c'est le caractère généralisé et systématique. C'est-à-dire que ces agressions-là, il n'y a pas besoin d'un contexte de guerre comme le crime de guerre. Donc ça peut très bien se dérouler dans un contexte de paix, alors de paix relative, parce que quand il y a des crimes contre l'humanité, est-ce qu'on est vraiment en paix? On peut se poser la question. Mais ce qui va être essentiel, c'est vraiment le caractère généralisé, systématique, avec des acteurs qui se sentent autorisés à, par exemple, violer des femmes, parce qu'on a un système derrière qui les soutient et qui les encourage. Par exemple, je parle de ce que je connais, mais je pense que ça peut se transposer aussi au conflit israélo-palestinien. En Colombie, on a eu énormément de disparitions forcées. Donc on prend des gens, des défenseurs des droits, souvent, puis on les fait disparaître. Alors on ne sait pas où, mais généralement ce sont des gens qui sont assassinés en fait. Et ça, c'est un crime de droit commun, mais quand c'est répété, et que ça vise tout le temps les mêmes personnes, et que c'est tout le temps les mêmes sur les mêmes, là, on a ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. C'est régi par la Convention de Genève, de façon générale. Ensuite, on a une dernière catégorie, avant-dernière. On a une sous-catégorie de crimes qui sont le nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique, c'est pas exactement caractérisé par le droit international, donc moi je vais pas m'étendre là-dessus. C'est plus un fait et une jurisprudence qui a établi le fait qu'il y avait bien un crime spécifique de nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique, c'est exactement ce qu'on peut voir en Cisjordanie, par exemple, avec des politiques où on va chasser les populations
par différents moyens, et pareil avec un caractère qui est systématisé et dirigé vers une catégorie de personnes, de population, dans le but d'homogénéiser éthiquement, religieusement une population sur un territoire donné. Donc, du nettoyage ethnique, je pense qu'en Cisjordanie, on peut considérer que c'est le cas de façon objective. Et je vais terminer en parlant d'un dernier crime sur lequel il y a eu beaucoup de débats, et c'est le crime de génocide. Le génocide, ça rejoint un peu le crime contre l'humanité dans le sens où on a pareil des crimes qui sont finalement des crimes de droit commun, assassinat, viol, et stérilisation forcée, déplacement de population également. Donc finalement des faits objectifs qui peuvent entrer dans différentes catégories. Ce qui va vraiment permettre de caractériser le génocide, c'est le fait qu'il y a une volonté, c'est vraiment l'intentionnalité qui va caractériser le crime de génocide. C'est la volonté d'annihiler un peuple, en raison du fait que c'est un peuple. Voilà, juste par exemple, les Juifs, pendant l'Holocauste, on a exterminé les Juifs, pourquoi ? Juste parce qu'ils étaient Juifs, sans forcément de raison derrière. Et là, actuellement, ce qui se passe à Gaza, il y avait des controverses autour de la notion de génocide au début des bombardements. Moi, personnellement, je pensais que c'était un génocide, mais c'est vrai que ça se discutait quand même d'un point de vue juridique. Personnellement, moi je pense qu'aujourd'hui la définition est pleinement applicable à ce qui se passe à Gaza. Là on a vraiment, je pense qu'on a une extermination des populations locales, clairement. Et si on met en parallèle avec le nettoyage ethnique qui se passe actuellement en Cisjordanie, je pense que là on ne peut pas nier l'existence de ce crime-là. Ce qui est intéressant quand même avec le génocide, c'est que ce n'est pas un crime qui apparaît comme ça en fait. C'est quelque chose qui s'élabore sur le long terme en fait. On ne se réveille pas du jour au lendemain en ayant la volonté d'assassiner son voisin parce qu'il est juif ou parce qu'il est palestinien. D'accord ? C'est vraiment des choses qui se construisent. Par exemple, pour l'Holocauste, les spécialistes ont isolé 10 étapes pour un génocide. Et malheureusement, elles sont actuellement toutes cochées en Israël. Une séparation, une stigmatisation des populations. Donc, on a parlé d'apartheid tout à l'heure, c'est le cas. Une mise en œuvre systématisée, généralement conduite par l'État, mais bon, c'est pas forcément le cas. Par exemple, pour le génocide avec les Hutus et les Tutsis au Rwanda, c'était pas organisé par l'État, mais il y avait quand même des institutions, la Radio Mykoline, qui organisaient le génocide. Là, c'est directement l'armée, donc c'est plus facile, et avec, bien entendu, en Cisjordanie, les supplétifs qui sont les colons armés. Alors là-dessus, je pense armés par l'État israélien. Il y a eu beaucoup de débats sur ces qualifications-là. Pourquoi ? Dans un premier temps, on a rejeté la qualification de crime de guerre pour le Hamas. Et je me suis demandé pourquoi. En fait, je pense que ce qui a dérangé dans cette qualification juridique-là, c'est que ça voulait dire qu'il y avait un état de guerre. Et donc qu'en fait, il n'y avait pas la paix en Israël. Et ça aurait aussi été admettre qu'il y avait un belligérant en face, qui sont les Palestiniens, et donc la nécessité d'avoir un représentant avec lequel discuter, ce que ne veut pas Israël, malheureusement. Alors, je dis Israël, je parle du gouvernement israélien d'extrême droite qui est actuellement au pouvoir, d'accord ? Je sais bien qu'il y a des Israéliens qui sont de gauche et qui s'opposent, mais qui sont persécutés.
D'ailleurs, la persécution des opposants, c'est un signe d'un génocide en cours, juste pour information. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, la zone sensible, aujourd'hui, c'est le génocide. On se bataille pour ne pas nommer le génocide. Et alors c'est intéressant parce que autant Israël, on comprend bien pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas nommer le génocide, parce que c'est quand même eux qui en sont responsables, autant pour les États, notamment de l'Union européenne, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont autant de pudeur. C'est parce qu'en fait, dès lors qu'on reconnaît l'existence d'un génocide, il y a le devoir pour les États qui le reconnaissent de le faire cesser. Et le faire cesser, c'est s'opposer à Israël. Et Israël, si on s'oppose à Israël, on s'oppose également aux États-Unis. Et les États-Unis, aujourd'hui, on ne s'oppose pas aux États-Unis, malheureusement. Donc on voit qu'on a quand même une réalité juridique qui est niée, mais pour des questions d'ordre politicien, finalement. Voilà. Alors ça, c'était pour les différents crimes, la définition juridique des crimes. Maintenant, je vais vous parler un peu du rôle de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ONU concrètement par rapport à la situation en Palestine? Malheureusement, moi je pense pas grand-chose. Désolée de briser vos illusions si vous en aviez. En fait, comment ça se présente l'ONU? L'ONU, ça se présente avec une assemblée générale et avec un conseil de sécurité. Alors, le conseil de sécurité, c'est lui qui est chargé de prendre des résolutions, c'est-à-dire des sortes de mémos à valeur contraignante pour les États membres de l'ONU. Ce conseil de sécurité, il est composé de 15 personnes, enfin de 15 représentants, dont 5 représentants permanents. Donc c'est les 5 titulaires du droit de veto qui peuvent complètement bloquer les résolutions de l'ONU. Donc on a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie. Alors là, récemment, il y a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a saisi le Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité ne réagissait pas à la situation en Palestine, et il a demandé à ce que le Conseil de sécurité se prononce. Et le Conseil de sécurité a bien entendu été complètement bloqué par le veto américain, États-Unis. Donc on voit bien que là, à ce niveau-là, on a une situation de blocage, et on n'aura pas de déploiement de forces d'interposition de casques bleus de l'ONU pour mettre fin au massacre. Et je vais vous dire, d'un autre côté, un déploiement de casques bleus, est-ce que ce serait si évident que ça? Autant à Gaza, on a quand même un territoire qui est relativement déterminé, autant déployer des casques bleus en Cisjordanie, c'est très compliqué quand on doit protéger un gruyère et qu'on subit les attaques des colons. Donc je pense que ce serait extrêmement difficile de toutes les manières à mettre en œuvre. Après, c'est pas pour autant qu'on n'aurait pas dû tenter de le faire. Bon, avec le veto des États-Unis, de toutes les manières, la question est réglée. Après, l'ONU, ça peut quand même avoir une importance, parce que malgré tout, ça reste un endroit où les nations discutent entre elles sur un pied d'égalité. Donc sur la base, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations Unies, on pourrait peut-être trouver une base pour un dialogue et pour mettre Israël sous pression et forcer à l'arrêt des massacres et éventuellement une reprise des négociations. Mais là-dessus, c'est quelque chose de long terme, quoi. Et on met des bâtons dans les roues pour empêcher les Palestiniens de se constituer des représentants solides. Donc là-dessus, malheureusement, ça paraît compliqué. Voilà. Donc désolé, hein, c'est pas très joyeux, mais je pense que c'est assez réaliste, malheureusement.
merci pour cet exposé vraiment intéressant. Alors, on pourrait revenir sur effectivement les qualificatifs, les mots pour exprimer ce qui se passe. Donc, on a parlé, par exemple, de nettoyage ethnique. Donc, effectivement, il n'y a pas de définition juridique au niveau du droit international du nettoyage ethnique. Simplement, c'est quand même ce qui se passe depuis 75 ans en Israël-Palestine. À ce propos, il y a un ouvrage d'un historien, Ilan Pappé, qui s'appelle un historien israélien, qui s'appelle Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine. Et il se trouve que, curieusement, on vient de retirer des librairies de la vente cet ouvrage qui est vraiment très documenté, très intéressant. Alors après, maintenant, voyons les définitions juridiques. Crime de guerre, je crois que on est bien d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'ai appris, là, ce que je viens d'apprendre par cet exposé, c'est que on comprend l'insistance de la propagande sioniste sur le fait qu'il faut qualifier absolument le Hamas de terroriste. Pourquoi? Parce que ça évite effectivement de parler de crimes de guerre. Et effectivement, si on parle de crimes de guerre, eh bien, en fin de compte, on reconnaît qu'il y a deux belligérants et on reconnaît l'existence des Palestiniens finalement. Donc, crime de guerre, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas de souci pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Ensuite, il y a le crime d'apartheid. Alors, le crime d'apartheid, je pense qu'il est... c'est quand même intéressant que eh bien, on puisse qualifier ce qui se passe là-bas de crime d'apartheid. Alors, l'apartheid, ça a été déjà étudié par le tribunal de Bruxelles sur la Palestine il y a déjà une dizaine d'années par des juristes très compétents. Et récemment, Amnesty International aussi a fait un rapport vraiment très, très documenté sur l'apartheid israélien. Donc, crime d'apartheid. Alors après, sur le crime de génocide, il y a la fédération, très récemment, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme qui a, dans un communiqué, qui a parlé effectivement de génocide en cours. Et elle se base sur, alors je cite son communiqué, les attaques qui correspondent à la qualification de la Convention sur le génocide de 1948, qui le définit ainsi, ouvrez les guillemets, des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, notamment en tuant des membres du groupe et en soumettant délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Pour que le crime soit qualifié comme tel, il doit remplir deux conditions constitutives, une action caractérisant le crime et l'intention de réaliser ce crime. L'armée israélienne a pris pour cible des journalistes, du personnel médical, des ambulances, des écoles, des lieux de culte, des universités, des abris et des hôpitaux. Plus de 60% des habitations de Gaza ont été détruites et les infrastructures, taux d'électricité, de télécommunications et d'énergie ont été gravement endommagées. À Gaza, le blocus, la famine programmée, les déplacements de masse forcés et répétés, le meurtre et la mutilation de dizaines de milliers de civils sont aujourd'hui une réalité. Donc j'en passe et donc vraiment, je pense qu'on peut qualifier quand même de ce qui se passe, de génocide en cours. Il y a aussi le problème de l'intentionnalité, il paraît qu'on peut discuter. Il y a quand même des appels des ministres israéliens à raser Gaza, à lancer une bombe atomique sur Gaza, en traitant les Gazaouis d'animaux humains, enfin bref. Et puis, il y a aussi récemment cette histoire que les cibles à Gaza étaient déterminées par l'intelligence artificielle.
une intelligence artificielle, elle est programmée par des humains. Et en fin de compte, l'intelligence artificielle déterminait la proportion, quand on ciblait à Gaza, la proportion de gens du Hamas et des autres habitants du Hamas qui étaient ciblés. Et donc, on pouvait pratiquement dire que, évaluer la proportion civile qui allait être tuée dans ce bombardement. Voilà, donc il y a bien une possibilité. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, my name is Meir and I'm a member of a group called Looking the Occupation in the Eyes. For 2 years, we have been trying to explain to the public in Israel that the occupation of the West Bank is disastrous for the Israeli society. Along with the advocacy among the Israelis, we operate in the occupied territories. We are trying to protect the Palestinian shepherds communities from the violence of the settlers, which you know, colon en français. Since October 7, we have witnessed a sharp increase in the violation of human rights of Palestinians in the occupied West Bank, including terror attacks, intimidation by Jewish Messianic religious settlers, sometimes disguised as soldiers in army uniform carrying weapons. The army itself, which is the official sovereign of the occupied territories, not only avoids defending the Palestinians and taking control of the settlers' violence, but often cooperates and even carries action such as demolition, water privatization, preventing Palestinians from gaining access to their agricultural lands. The settlers' aim is to expel Palestinian shepherds and farmer communities from their lands. Since October 7, it has rapidly accelerated, and indeed, the Palestinians have suffered violent attacks to the extent that they were forced to leave their homes and lose their sources of livelihood, becoming refugees in their own land. As Israel is at war against Hamas in Gaza, Hezbollah in the north of the country, settlers in the West Bank, encouraged by extreme right-wing Israeli government, are taking advantage of the situation. I've been asked, how can you people help in France? The answer is simple. The answer is to put pressure on your government to demand from the Israeli government adherence of the international law of occupation and enforcement of order in the occupied Palestinian territories in order to end settlers' violence, enable the return of expelled shepherds communities safely back to their lands, and ensure its sustainable, dignified existence. And to conclude, a few words about Gaza. In my opinion, and it's only my opinion, following the October 7 massacre, it is impossible that Hamas, which is not a national liberation organization, but a Messianic religious movement which is seeking to eliminate the state of Israel, it is impossible that they will keep on ruling Gaza. The solution to the Gaza problem must be a political solution that will unite Gaza and the West Bank. Merci. Bonjour, encore. Un truc assez simple à mettre en œuvre qu'on avait fait pour les retraites, avec un peu de succès malheureusement. On avait envoyé des lettres à Emmanuel Macron, c'est gratuit. Et on avait fait des lettres types signées par plein de gens. On avait mis tout ça à la poste, voilà, histoire de faire exploser sa boîte aux lettres.
en priorité pour le boycott au niveau français, peut-être celui qui sera visé en premier lieu, c'est Carrefour. Parce que là pour le moment, ils ont 50 magasins installés et ils visent encore 100 autres à installer. Et il y a un panneau là-bas qu'on a fait. Et on soutenait celui-là, montrant le soutien de Carrefour aux soldats israéliens pendant cette période-là. Donc il faut qu'on mène une action pour les boycotter. Et pareil, tout à l'heure, vous avez parlé d'Elian Papé qui a été, depuis que Bolloré a pris la Fayard, donc il a arrêté. On a établi une liste, une petite fiche et un lieu pour écrire à Fayard pour demander que le bouquin, parce qu'il est très, très bien documenté, très bien, pour que les gens, surtout dans la situation actuelle, pour comprendre un peu la situation, d'écrire pour réclamer que le bouquin soit réédité. Il y a ça, et pareil, c'est-à-dire, on a vu par exemple, le boycott peut amener, par exemple, Orange avait obtenu un marché en Israël, c'était pour la téléphonie, et vu le boycott en France, il a vu son chiffre, son taux de marché baisser, il a arrêté. Pareil, SodaStream, donc il était implanté dans les colonies, en Cisjordanie, et avec le boycott, ils étaient obligés d'aller dans le sud d'Israël. C'est pour ça qu'il ne faut pas continuer à boycotter. Oui, non, il faut continuer. Et Pima, c'est en 2024, ils arrêtent parce qu'ils étaient le support de l'équipe de la fédération israélienne. Voilà. François Pinault. C'est François Pinault qui possédait Puma. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas. Moi, je pense qu'il y a d'abord un grand travail à faire en direction déjà de un travail d'information continuel vis-à-vis des citoyens français. Vous voyez que grâce à ne serait-ce que ces jours derniers, quand on a commencé les manifestations qui ont été interdites et on les a quand même faites, on est intervenu sur le plan politique auprès de différents des préfets, des sous-préfets, on a attaqué les décisions qui avaient été prises au tribunal administratif et on a gagné dans la plupart des cas. Donc il y a un travail politique à mener pour que la France et le président de la République prennent enfin des positions conformes au droit international. Et voilà, c'est tout l'enjeu, c'est de faire respecter le droit international concernant Israël et la Palestine. Et il y a le fait aussi que la France doit reconnaître l'État de Palestine, puisque le gouvernement français s'y refuse toujours, et ça donnerait effectivement un statut beaucoup plus, c'est pas important, mais permettrait déjà à donner un statut d'égalité, si on peut dire, entre Israël et la Palestine. Et donc, vous savez que le Sénat français, il y a déjà quelques années, l'Assemblée nationale a reconnu l'État de Palestine, mais le gouvernement français continue toujours à ne pas reconnaître. Donc je crois qu'il faut à chaque fois intervenir. N'hésitez pas à envoyer des courriels au président de la République, c'est très facile à faire par Internet. Donc il y a ça, et puis effectivement il y a le boycott des investissements en sanctions
que l'on demande. Alors boycott sur le plan économique, sur le plan politique bien entendu, sur le plan, comment je veux dire, les universités, sur le plan, comment je veux dire, culturel, arrêter les jumelages avec les universités d'Israël. Et il y a aussi, nous on ne demande pas d'envoyer des bombes sur Israël. Je pense qu'on a des moyens. Il y a par exemple le boycott du mouvement d'Israël par rapport au mouvement olympique international. On l'a bien fait pour l'Afrique du Sud. On l'a fait pour l'Afrique du Sud et ça a fait bouger. Alors c'est vrai que le boycott de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, il a fallu 20 ans pour le mettre en route et puis le mettre en route et le rendre efficace. Et je pense que ce sont toutes ces actions-là qui peuvent faire bouger Israël et bien sûr l'isoler de toute la communauté internationale tant qu'il se fiche absolument du droit international. Et c'est cette impunité depuis des décennies et des décennies qui fait qu'ils se permettent d'année en année toutes les horreurs qu'ils font au peuple palestinien, toutes les souffrances. Enfin, c'est cette impunité qui devient, mais vraiment, et qui leur permet à chaque fois d'aller plus loin. Je crois que on a un éventail de choses qui sont à notre disposition et il faut les mettre en route pour qu'il y ait un petit peu de justice pour le peuple palestinien. Un petit peu, beaucoup même. Oui. Oui, moi je dirais un peu comme France. La première chose, je pense, c'est autour de l'information. Alors, sur le Monde d'après, on a un site internet. Sur le site, on a présenté un certain nombre d'informations, de documents sur la situation de la Palestine et d'Israël. Voilà, c'est un endroit où on peut renvoyer des gens pour dire tenez, allez voir, regardez ce qui est écrit. La deuxième, moi, c'est sur l'appel, la tribune qui a été faite par la Fédération internationale des droits humains. Moi, ça me paraît un bon texte, c'est intéressant. Je l'ai vu avant-hier sur Mediapart. J'ai cherché sur Internet à partir de quelqu'un qui m'avait dit un truc. Personne n'en parle. Il est sur Mediapart, il est dans l'Humanité, c'est tout. Il y avait un média belge qui en parle, ça passe ni Le Monde, ni Libération, personne n'en parle. Alors que c'est la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Plus de 180 associations, 150 pays au monde. Ensuite, moi, je reprendrai le nom de l'association dont on parlait à l'instant, là. Regardez l'occupation dans les yeux. Je pense que nous, il faut qu'on fasse ça de cette façon-là aussi, qu'on aille dire, voilà, ça, on en a marre, on n'en veut plus. J'en ai marre qu'on nous baratine, qu'on nous dise des choses, mais quand même, voilà, et tous ces gens qui nous disent ça a commencé le 7 octobre. Non mais attendez, lisez les journaux, regardez un petit peu. Après, les gens, ils peuvent... Voilà, mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. L'autre point, c'était la guerre du Vietnam. On s'est battu contre, de toutes les façons possibles. Des pacifistes, des non-pacifistes, des engagés, en France, ailleurs dans le monde. Voilà, la guerre du Vietnam, elle a en partie été arrêtée parce que des gens sont battus par-ci, par-là, dans tous les pays pour dire on en a marre, il faut que ça s'arrête. Voilà, l'apartheid en Afrique du Sud, aussi, c'est ça. Alors il y a des choses qui sont tombées toutes seules, mais il y a des choses, il faut les aider à tomber, de diverses façons. Et je pense que ici, à Saint-Malo comme ailleurs, il faut qu'on discute, c'est quoi les diverses façons qu'on veut avoir d'intervenir. On dit boycott de Carrefour, moi je suis d'accord, j'y vais jamais. Mais je vais à Leclerc, je vais faire des courses à Leclerc. Et à Leclerc, dans le rayon des jus de fruits, il faut se battre un petit peu pour trouver les jus de fruits qui ne soient pas Jaffa, etc. À la pharmacie, il faut se battre un peu. Il faut se battre un peu à la pharmacie pour avoir les médocs qu'on veut. Ah, Teva, j'en veux pas. Ah bon, voilà, ma pharmacie, ils prennent pas Teva, je suis content.
Mais je pense que ça aussi, il faut qu'on trouve tous les endroits où on peut aller dire quelque chose. Voilà. Et la dernière idée que j'aurais, c'est que moi, en 2024, j'ai envie qu'on trouve une manière de dire basta, ça suffit, on n'en veut plus. Trouver une manière de faire que ça soit une grève. Je vais dire une grève au travail, c'est pas hyper évident. Mais en tout cas, de lancer une idée de mouvement symbolique. Comme quand on fait une minute de silence au travail, on ne nous empêche pas une minute de silence, ça va, vous prenez qu'une minute, ça va. Eh bien, qu'on fasse des grandes minutes de silence au travail, avec des badges, avec des pancartes, et qu'on puisse dire, voilà, ça suffit. Et qu'on le lance pas tout seul, pas moi-même, mais avec nos syndicats, avec nos groupes politiques. Voilà, parce qu'il y a quand même des syndicats qui se mobilisent contre cette guerre. Et voilà, il faut faire, voilà, pour éviter les passages à l'acte. Parce qu'à un moment, on va péter les plombs et on fera des conneries. Donc je préfère qu'on les fasse ensemble et on en parle. Voilà, moi je suis Nicolas, je suis membre de la France Insoumise, donc membre du Monde d'après. Alors moi j'ai très mal vécu les événements liés au conflit entre la Palestine et Israël, et j'ai parfois eu presque honte des positions qui ont été prises. Enfin, on est parti d'une présidente de l'Assemblée qui va soutenir par le gouvernement d'Israël, enfin Israël, et puis un président qui, dans un premier temps, se présente avec son ami Bibi, ensuite il nous propose une coalition sur la banque pour Daesh, etc. Enfin bon, franchement, on n'est pas à la hauteur de l'événement. Et puis, pour cette histoire de terrorisme, on nous a présenté ça comme on a voulu nous présenter ce qui se passait comme un conflit de civilisation. C'est Huntington qui a derrière. Et donc, je pense que localement, il y a un problème politique. Alors moi, je n'ai pas une solution un peu simple, hein, mais bon, il faut se débarrasser de ce gouvernement le plus rapidement possible. Voilà, on rejoint 2024, les années suivantes. Alors, Alain. J'ai exhumé des bouquins, là, parce que j'ai eu, en 73, donc hier, l'occasion de faire un exposé sur le problème Israël-Palestine. Et relisant les temps modernes de 1967, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait toutes les explications dans ce bouquin-là. Et un des éléments qui revient, qui est récurrent, c'est des phases effectivement très violentes et d'autres phases avec la négation de l'existence du peuple palestinien. C'est constant depuis le démarrage. Et moi, ce qui m'a frappé en rencontrant à Rodez, là, au colloque qu'il y avait sur la Palestine cet été, en rencontrant les Palestiniens, leur volonté justement de dire faites attention, c'est vraiment le moment, on n'avait pas le 7 octobre, mais c'est vraiment le moment de se battre comme des enragés pour faire comprendre que nous sommes un peuple, que nous avons une culture, que nous avons une vie. Et la vitalité de ces gens-là, moi, m'a beaucoup impressionné. C'est pour ça que je pense également que dans le domaine culturel, chaque fois qu'on peut faire venir des choses, et moi j'ai pris la carte de visite d'un groupe de danse, etc., à cette occasion-là, chaque fois qu'on peut vivre et faire vivre et montrer la culture palestinienne, montrer la culture de ce peuple-là, c'est extrêmement important. Puis la deuxième chose, en 3 mots, nous avons des rendez-vous le vendredi soir de 17h à 18h, toujours à la gare. Mais moi, je pense qu'il faut faire la connexion avec le boycott. C'est-à-dire que le prochain rendez-vous, il faut peut-être le faire devant Carrefour, avec notre sono, et en disant la liste des produits d'apartheid, résultant de l'apartheid, la liste des produits qu'il faut boycotter à l'intérieur de Carrefour. Et, si vous voulez, la phase est tellement critique, on ne peut pas laisser la question du boycott comme un choix individuel un petit peu un petit peu secret. Non, allons l'affirmer devant Carrefour, par exemple. Et puis on choisira la semaine suivante un autre site. Leclerc, que vous voulez.
Et puis, sinon, on avait fait des actions BDS envers toutes les pharmacies du pays malouin. C'était pour les produits Teva. C'est-à-dire que c'était un courrier. Enfin, depuis 2010, la première grande action, mais on avait été aidés, quoi. On avait été vraiment aidés par Cap Gilpo. Et vraiment là c'était toute la journée, on était rentré dans Darty, on avait rencontré le directeur de Darty, enfin justement pour le sensibiliser, il était au courant d'ailleurs, hein, mais enfin, bon on a fait mais bon, ce qui n'empêche qu'on peut recommencer, je pense que l'on peut recommencer et voilà, oui, c'est... Pourquoi ne pas distribuer cette liste-là à la sortie des magasins? Oui. Alors, pas sur le parking parce qu'on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de circuler. Et je pense à Carrefour quand on se met sur les trottoirs. Voilà. Voilà. Donc, mais ça ne marche pas si on est nombreux. On peut laisser parler Dominique, puis je vous le passe. Ouais. La parole à un Israélien, là. Il est sympathique, mais enfin, il dit aussi, par exemple, que quand même, le Hamas... vous allez décider pour les Palestiniens de ce que doit être leur représentation démocratique. Si on en est là, c'est parce qu'en 2006, le monde entier a refusé de reconnaître le résultat des élections. Donc attention. Ici, à Rennes, il n'y avait pas de Palestiniens dans la salle. Il faut qu'on y réfléchisse aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça vient du fait que nous pensons confusément qu'il est mieux, pour qu'on s'exprime, d'avoir le soutien de citoyens israéliens bien intentionnés, hein, moi j'ai rien contre, plutôt que de donner la parole à des Palestiniens? Il faut qu'on réfléchisse à ça, parce qu'il y a une question de fond derrière ça. Dans le tout premier montage qu'on a vu, là, on disait les Palestiniens en 47, etc., ils étaient contre. Attendez, en 47, personne n'a demandé l'avis des Palestiniens. Il n'y avait pas de représentation des Palestiniens à l'ONU. Il y a eu une entrée par la bande d'un Palestinien dans la délégation de la Jordanie. Dans le reportage, c'était la tension avec les Arabes, c'était pas les Palestiniens. Non, là, il était question de l'opposition des Palestiniens. Jamais on n'a entendu les Palestiniens en tant que tels. Et en fait, on se rend compte que là, maintenant, aujourd'hui, alors qu'on est tous plutôt favorables à une résolution du problème, on oublie de contacter les Palestiniens. Ça, c'est un point. Deuxième point, sur BDS, ça fait un bout de temps quand même que BDS a été lancé par des organisations de la société civile palestinienne. Ça fait ça va bientôt faire 20 ans, quoi. Pas tout à fait, mais bientôt 20 ans. Ouais. Le B, voilà, on voit, vous avez des listes, etc. Le D, tout à l'heure, Ahmed parlait de Orange. Il y a une erreur dans ce qu'il dit. C'est pas parce que ici les gens se sont posés des questions et qu'ils ont commencé à mettre en danger le marché. C'est pas comme ça que ça s'est joué. Ça s'est joué grâce à l'intervention des syndicats d'Orange, en particulier la CGT et Solidaire, qui ont mobilisé du coup leurs contacts au plan international, notamment avec le GTT en Tunisie, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, mais aussi avec les syndicats égyptiens. Et le gros morceau, il était là, parce qu'il y avait une négociation pour implanter Orange en Égypte. Et vous voyez quand même le petit poids d'Israël, la couverture de téléphone mobile des colonies israéliennes par rapport au marché égyptien, c'était que dalle. Et s'ils se sont retirés, c'est qu'il y a eu des bagarres au niveau du comité d'entreprise d'Orange, parce qu'il y a eu une unité internationale de plusieurs organisations syndicales pour obliger Orange à se retirer. Donc, quand on parle de Carrefour, moi, ça m'intéresse, le boycott citoyen. Mais surtout, n'oublions pas que dans Carrefour, les organisations syndicales, là encore, une unité assez large des organisations syndicales, avec la CGT, avec même la CFDT, vous voyez jusqu'où on va,
C'est des éléments qui vont jouer de manière importante dans la défaite probable un jour de Carrefour. Si on combine les actions de boycott citoyen, l'action avec les organisations syndicales, en mobilisant au maximum ces organisations syndicales, alors on débouchera aussi sur Carrefour. Et puis, comment agir sur nos gouvernements, nos élus, etc. Parce que quand même, faut préciser ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on leur demande? Moi, quand j'ai jeté un coup d'œil sur les pétitions qui circulaient en ce moment, y compris à l'initiative de la FPS, etc., ils demandaient un cessez-le-feu. Ben, enfin, quand même, si on se limite à demander un cessez-le-feu, je ne vois pas comment on va aboutir à des résultats intéressants, satisfaisants, rapidement. On a du coup réfléchi à Rennes, nous, à un texte. Hein. Je vous le lis. Et après, je m'arrête. Promis. Halte au génocide, le droit, rien que le droit, tout le droit. Nous, citoyens du monde, pour l'égalité des droits, exigeons l'arrêt immédiat et définitif des bombardements et des actions armées israéliennes contre la population de Gaza et de Cisjordanie, la libération de tous les prisonniers et de tous les otages, l'envoi d'une force de protection internationale. Protection, hein, pas interposition. L'ONU, c'est casque bleu interposition. Là, nous, on demande, comme les organisations de la société civile palestinienne, une force de protection. Le libre accès au terrain des agences internationales, des ONG humanitaires et de la presse. Le libre accès au terrain des enquêteurs de la Cour pénale internationale afin de remettre entre les mains de juges compétents et indépendants l'évaluation des crimes commis de part et d'autre et permettre ainsi le jugement et la condamnation des responsables. La fin du blocus de la bande de Gaza, conformément au droit international. La fin de l'occupation militaire et de la colonisation de la Palestine, conformément au droit international. Le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien, conformément au droit international. Nous exigeons de nos élus et du gouvernement français qu'ils agissent en ce sens. Faire signer une pétition et s'adresser directement à tous les niveaux de responsabilité, y compris les élus, députés, sénateurs, élus européens, etc., parce que c'est là que se situent les enjeux. Demander aux gens d'agir, prendre position en signant une pétition, c'est agir. Empêcher nos députés de dormir, c'est agir. Rappelez quand même que quand il y a eu le vote sur la question de l'apartheid au Parlement français, bon nombre de nos députés ne se sont pas déplacés, y compris les députés de la France insoumise. Donc du coup, il y a du boulot à faire dans tous les camps. Et il faut bouger. Il faut les faire bouger. Il faut les empêcher de dormir. Tous ceux qui ont du mal à se réveiller pour aller à l'Assemblée dans des moments importants, il faut les faire bouger. Mais il faut qu'on mette la pression. Et pour ça, l'occasion de discuter avec la population, de faire un travail de conviction pour convaincre les gens d'intervenir, faire un travail politique, c'est parler avec les gens et leur demander de signer et d'empêcher les députés de dormir. Est-ce que le texte dit par Dominique pourrait être proposé à l'Assemblée, que l'Assemblée donne son point de vue? Oui, non, abstention, ça ne nous regarde pas. Oui, vous avez parlé de présence de Palestiniens. Il y a une Palestinienne qui est venue pour témoigner de son pays, comme vous savez, c'est Mariam Abou Daka. La manière dont elle a été traitée par les autorités françaises, ça me fait honte. Et nous l'avons dénoncé dans différents textes, mais je trouve que là vraiment, c'est inadmissible et indigne et odieux. Et elle devait être à Saint-Malo le 3. Une proposition simple aussi, faire savoir à nos amis palestiniens et israéliens qui luttent pour la paix que nous nous réunissons, que nous réfléchissons et que nous leur envoyons notre énergie, qui ne sont pas invisibles, qui ne sont pas oubliés et qu'il faut qu'ils continuent le combat. Pour ça, je vous propose sur le site Histoire Ordinaire, il y a un certain nombre de personnes, dont Panourit et son fils Guy, du Cercle des parents. Il y a des témoignages du combattant pour la paix, de Women Wage Peace.
qui sont ces trois associations sont palestiniennes et israéliennes, regroupent les deux. Et je pense que c'est important de leur envoyer un mail, puisqu'on a ces possibilités-là, et leur dire ce que nous avons fait ce soir. Là, Dominique nous a lu un texte qui émane d'une réunion à Rennes de la Maison internationale. De la Réunion. Mais pareil, est-ce que comme ça on pourrait dire, 50 personnes, oui, il faut compter, de Saint-Malo soutiennent ce texte et après ça aura la valeur qu'on y attache, nous, mais ça permet à la coordination LMDA de dire il y a un texte qui a été lu, qui a été, je ne sais pas quel terme on utilise, mais qui a été soutenu et on le prend en charge, et on le redistribue. Il faut le valider tel quel, parce qu'on ne va pas dire, là, 2 lignes, ça va pas, là, il faudrait changer un mot. C'est pour dire, pareil qu'à Rennes, on soutient, et qu'après, on le redistribue dans nos collectifs, associations, réseaux, etc. Le 3 février, on a notre assemblée générale, et avant l'assemblée générale, on projette le film La Terre parlera arabe. Vous êtes la bienvenue si vous souhaitez. Voilà. Le 3 février. Alors, par rapport à la proposition que tu faisais, Pierre, c'est clair que ce qui s'est dit ce soir et ce qui s'est échangé, et y compris ce texte, on se l'approprie. Il sera sur le site du Monde d'après. Tu as expliqué tout à l'heure que sur le site du Monde d'après, on consacre aujourd'hui une page entière à la documentation, et on a documenté avec des textes, avec des vidéos, avec des sons. Voilà. Merci à tous.